For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour une spéciale Ares 8. Ce vendredi soir, avant l'UFC Paris, on aura Ares 8, un gros événement pour le MMA français. On en parle tout de suite dans MMA Club. D'ailleurs, je suis désolé, pour ceux qui ont regardé le podcast UFC Paris, j'ai oublié de mettre la timeline. Je m'étais fait chier avec une timeline détaillée, parce qu'on avait quand même un podcast d'environ 40 minutes avec 15 intervenants. Ça valait le cul. Ça valait le coup d'assurer un truc hyper carré. Et j'ai juste oublié de mettre la timeline. J'ai détruit le fichier, je suis désolé. Hashtag grand génie. C'est pas grave, vous savez quoi ? Je suis en vacances, je suis en détente. Est-ce que vous savez comme ça fait du bien de se sentir en vacances ? D'aller à la plage en même temps que les autres, d'aller au marché, planer, acheter des petites olives aux amandes en même temps que les autres, d'aller au restaurant avec sa femme et ses enfants en claquettes. Ça fait vraiment du bien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bref, avant de commencer, je vous rappelle others.com, la protéine post-workout, vous avez 10% avec le code MMA Club 10. Et sur ascarifighter.com, alors fighter sans S, ascarifighter.com, vous avez 20% avec le code MMA Club 20, tout attaché. Voilà, c'est de la sable de combattants avec du matos aussi pour combattre. Donc voilà, profitez-en. Sur ce, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces en l'air, soutenez la chaîne. J'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est Ares 8, let's go! Alors, pour commencer, je trouve qu'il faut beaucoup d'audace pour mettre un main event féminin avec une combattante à 2-0 et une autre à 4-0 en France. Mais ces deux jeunes femmes ont les épaules très solides, elles ont le charisme, elles ont l'attitude. Alexandra Tekena contre Ivana Čirić, tout en haut de l'affiche, on va se régaler. On a quand même perdu beaucoup de soldats juste avant la Fight Week. On a Boulox qui est out, apparemment sur blessure. On a Azizov qui a perdu son adversaire une fois de plus. On a Mustafa Aida voilà, qui s'est pété la main droite. Peña n'a pas de remplaçant. Ça commence à faire difficile de maintenir une belle carte. Mais on y est arrivé. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. On est passé de 14 combats à 9 combats, puis 10 combats en quelques jours. Du coup, il y a 7-8 combats sur la main carte. C'est un peu bizarre. Bon, c'est très bien. Il y a un seul combat féminin qui servira de point culminant et je trouve cette idée incroyable. On commence tout de suite ce podcast avec un petit passage en revue des prélims, vite fait, les petits coups de cœur seulement. Le premier coup de cœur, c'est Anthony Laurent contre Adel Sherfi. Donc Anthony Laurent alias Shelby, il est à 1-0. Il a montré des belles choses. Du timing sur les contres, des remises en 1-2, des sorties de buste, il a une bonne connaissance de son corps. On voit qu'il est déjà à l'aise. Et franchement, c'est impressionnant. Une takedown défense qui est déjà propre. Après, je ne connaissais pas spécialement la capacité à son adversaire à être bon sur les attaques de takedown, mais il a déjà des très bons réflexes. Voilà, il a des coups de genoux qui sont sales, il a une gestion de la distance qui est vraiment intéressante, comme je vous disais, hein, les 1-2, les sorties de buste et tout. Ça va un peu avec la gestion de distance. Franchement, il est super bon. Son adversaire est à 0-0. Moi, je le connais pas. Je sais juste qu'il a la dalle et qu'il est bon en JJB. Très très bon au sol. Ça va être une opposition de style entre deux mecs qui voudront marquer les esprits parce que c'est une ouverture de carte, une ouverture de prélim. Donc voilà, fiez-vous à mes coups de cœur. Je me trompe pas souvent là-dessus. Allez-y. Vraiment, ne ratez pas le premier combat. Je pense que ça va être de la dynamite. Voilà, après on a Amari Jedrick qui revient au Ares. Il avait tourné dans les highlights pour son TKO contre Abouyev. Ensuite, fin juin, il a claqué un deuxième TKO, mais dans une autre organisation. Et là, il revient au Ares contre Rassim Batouche. Donc Amari, c'est un puissant kickboxer britannique. C'est vraiment un bordel à gérer debout, on l'a vu. Il était au Glory. Il s'entraîne avec Ramzan régulièrement sur sa lutte. J'ai une interview écrite avec lui où il expliquait qu'il n'avait pas refusé Baye Sangour, mais qu'il a vu un petit couac dans les contrats. Il avait reçu un premier contrat.
au moment de le signer, il y en a eu un deuxième. Enfin, c'était un peu bizarre. Il a dit qu'il avait préféré prendre du recul là-dessus. Voilà, moi, ce que je pense, c'est qu'en cas de victoire des deux, bah, ils s'affronteront en décembre ou en janvier. Et pourquoi pas pour une ceinture. Voilà. Franchement, moi, j'aimerais bien voir Amari Diedrich contre Baysangour Shamsundinov. C'est un combat qui fait sens. Donc, suivez bien ce combat prélim parce que, en fonction de ce qui va se passer, vous aurez un écho, un bref aperçu de la qualité du potentiel adversaire de Baysangour. Donc, ne ratez pas ce combat. Voilà. Ensuite, on avait Temerlan Azizov qui était enfin de retour et je suis dégoûté parce que son adversaire s'est retiré. Donc, ce combat est out. Et après, j'avais mon prélim coup de cœur je devais aussi faire un petit briefing sur mon prélim coup de cœur. Aboubakar Bathily contre Mehdi Tir. Mais là, apparemment, c'est Aboubakar Bathily, le Real Bollocks, qui est out de ce combat. Apparemment, ça se fera peut-être en décembre ou en novembre, si j'ai bien compris, fin de l'année. C'est pas officiel ce que je dis, hein, c'est juste des bruits de couloir. Apparemment, ça se fera avant fin 2002, j'espère. Parce que c'est vraiment un beau combat en poids lourd. Pour le coup, il n'y a pas de pêcheur sur la carte. Voilà, bon bah du coup, on attaque directement la main carte avec Baysangour Shamsundinov contre Bobby Palette. Et vous le savez, cette opposition du représentant français contre le gallois, c'est une sorte de main event d'ouverture de carte. Voilà, si on place un gros nom en ouverture de carte, c'est pour ambiancer et s'assurer que le public soit présent dès le début. Faut que j'arrête de taper sur ma table parce que ça doit s'entendre dans le micro. Voilà, donc c'est pour que les gens soient présents dès le début de la main carte. Donc ils se sont assurés avec ce banger qui est du monde dans la salle. C'est un gros signe de confiance de la part de l'organisation, clairement. Voilà, donc on a le prospect du MMA Factory qui aura encore une fois un challenge de taille à relever, parce que je rappelle que Marie Sardi, c'était pas un cadeau. Donc il progresse, il grandit médiatiquement, on est clairement passé à autre chose. Et sportivement, il fait peur après avoir montré son talent. Sa palette de combinaisons, son rythme et sa dominance debout, au sol. Voilà, c'est quand même très rassurant de miser sur lui quand en face, vous avez Bobby Palette qui est un super combattant. Le gallois est très solide sur ses kicks, très fort en ground and pound. Il a un bon dos à la cage et pareil que Baki, une gestion de son propre rythme de combat. Il adapte sur mesure. Donc c'est un affrontement entre deux prospects, on peut le dire, deux prospects Ares, qui donnera sûrement lieu à un des futurs contenders à la ceinture Ares 10 ou 11, avec vraiment un main ou un co-main event à la clé. Franchement, ça sent fort la demi-finale. Ce combat, il est très important. Bobby Palette, il a un petit peu plus d'expérience au haut niveau, au haut niveau. Il a quand même un passage au Bellator. Je rappelle qu'il s'est soldé sur un no contest. Il a un bilan au Cage Warrior de 3/3, ce qui est quand même compliqué à gérer. Et il a un bilan pro total de 6 victoires et 0 défaites. Donc c'est vraiment du sérieux. C'est pas un petit pion qui est mis là pour faire briller Baysangour. C'est pas un mec qu'on met là pour le Sherdog. Il y a du taf. Et en cas de victoire pour Baki, clairement, il pose un pied en finale welterweight. Donc c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Ce combat, franchement, il va être... c'est vraiment un petit main event dans la carte. C'est incroyable. Ensuite, on va parler de monsieur Teddy Violet contre Gilles Oudela. Donc, après cette vidéo, allez voir le M-Dead qui est magnifique. Clairement, le M-Dead, il est super. C'est Paris-Marseille en MMA, ça devient de plus en plus évident. Et c'est cool parce que c'est avec un bon état d'esprit. On n'est pas sur un truc un peu fou, où ça se tape sur la gueule gratos. Là, on met Paris-Marseille à une autre échelle, sur une ambiance plutôt bon enfant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'animosité. C'est dans un très bon état d'esprit, donc c'est cool, c'est sportif. Donc on a Teddy Violet qui est invaincu chez lui, dans sa capitale, avec sa communauté qui va être sur place. Ce sera bouillant et magnifique. Clairement, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé être là. Et on a Gilles qui doit sûrement le savoir. Il sera en enfer le 2 septembre. On a un Marseillais à Paris. On ne s'attend pas à un accueil exceptionnel. Voilà, son mental va être testé de la pesée jusqu'au combat, jusqu'à l'après-combat. Mais il a l'air assez posé. Moi, j'ai vu que c'est un mec qui a l'air assez détaché de tout ça. Voilà. Là, on cultive le truc Paris-Marseille, mais en vrai, il n'y a rien. Surtout en MMA, c'est pour déconner. Oudelas, il n'a gagné qu'une seule fois par KO TKO, mais par contre, il a placé 8 soumissions. Donc, il est sur un bilan de 1 victoire et 3 défaites l'année dernière. Teddy, il est un peu plus homogène dans les pourcentages de victoire. On est sur 3 KO, 5 soumissions et 3 décisions. C'est un petit peu plus homogène.
Mais en tout, il y a 3 défaites sur les 4 qui sont par soumission. Donc voilà, il y a une petite déficience à ce niveau-là. Par contre, avant RS6, il n'avait pas combattu depuis mars 2018. Donc on efface tout là, et puis on recommence. Toutes ces stats-là sont à mettre sur la table, mais elles sont un petit peu à prendre avec des pincettes quand on a quelqu'un qui n'a pas combattu depuis 2 ou 3 ans, voire plus. Là, on est sur un combattant qui n'a pas combattu depuis 4 ans. Donc voilà, il avait fait un retour fracassant à RS6, et là, on attend vraiment une grosse confirmation. Gilles a une stat intéressante. Je sais pas si c'est Gilles ou Gilles, j'ai pas fait gaffe. Il a perdu 5 fois, mais jamais par KO ou TKO. C'est un profil très perturbant pour Teddy, vu que lui-même se pronostique sur un KO maximum round 2. Donc lui, il s'attend à le mettre son adversaire KO contre quelqu'un qui n'a pas été mis KO. Donc, et puis c'est quelqu'un en plus qui a quand même une belle expérience dans les sports de combat. Donc ouais, c'est une petite pression supplémentaire qui s'est mise, une petite pression positive, c'est-à-dire un objectif. Et franchement, du coup, ça donne envie de regarder le combat avec encore plus d'intérêt en se disant, mais du coup, il a parlé, on aimerait bien voir ça. Donc Gilles, il correspond à tout ce qui peut poser problème. Il a des déplacements qui sont très vifs, il est très anticipé. Par contre, il va quasiment toujours de la droite vers la gauche. Donc si tu as compris la pattern de ses esquives, c'est un petit peu cadeau. J'espère qu'il va recadrer ça parce que c'est un petit peu flagrant. Si moi je l'ai vu, je doute pas une seconde que le corner de Teddy a bossé là-dessus. Et je serais pas choqué de voir le fameux, ce qu'on a vu là dernièrement, fin de jab, high kick du gauche, un middle qui finit en pleine tronche. Je serais pas surpris du coup parce que c'est malheureusement quelque chose que j'ai vu comme assez flagrant, on va dire, voilà. Assez flagrant. À part ça, il y a une belle gestion de distance aussi, une belle gestion de la remise sur les directs et des belles sorties en jab. Donc au sol, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver. Vaut mieux éviter d'ailleurs vraiment, même si Teddy a un taux de soumission qui est pas mal, il est de 45%, il sera également potentiellement aussi dangereux dans les opportunités de finir le combat au sol que sur un parpaing éclair. Mais dernièrement, on a tendance à penser qu'il cherche plus à scalper des crânes parce qu'il a dit qu'il voulait finir ce combat par un KO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce serait le premier KO infligé à Oudella, et ça marquerait fort les esprits en vue d'une ceinture lightweight qu'il prétend vouloir depuis sa victoire éclair à RS6. Donc en termes d'expérience, on est sur un très bon level, il y a des Sherdogs généreux, ça va être un combat très attractif, très dynamique, et avec l'envie d'en finir des deux côtés. Donc voilà, encore une fois, je trouve que Ares fait le taf en termes de matchmaking, c'est très intéressant. On avance, on devait parler de Alioune Nahai contre William Gomis, le duel de Jaguar, qui est le vrai et qui est le faux. Pas de ça ici, on respecte les deux. Il y a deux mecs qui méritent un grand respect d'aller se la donner dans la cage. Au final, une fois de plus, ça n'aura pas lieu. On a Gomis qui vient de signer à l'UFC. On a Ares et Alioune qui matchent difficilement. On avait un premier combat annulé dans des conditions un petit peu chaotiques. Il s'est rabattu sur le 100% fight. Il a essuyé une défaite difficile pour le moral en quelques secondes dans la catégorie au-dessus qui n'était pas la sienne. Donc soirée difficile. Et là, on a Gomis qui prend plus ou moins la place de Taylor Lapillus à l'UFC. On a Nahai qui se retrouve sur la touche pour la deuxième fois. On lui trouve un adversaire de dernière minute. Qui rentre de vacances du Mexique, je crois, si j'ai vu ça un petit peu partout. Voilà, David Tonatiuh crawl, pas mauvais, qui a tendance à laisser des grosses ouvertures au menton. C'est vraiment le gros point faible parce qu'il a des vraies bonnes qualités, mais il a aussi un très gros point faible, c'est son menton. C'est pas qu'il a un mauvais menton, c'est qu'il le laisse un petit peu trop sans protection. Donc il combat de façon spectaculaire, hein. Il est généreux sur son point. Par contre, je pense que, voilà, comme je disais, il se fait beaucoup toucher, il prend pas mal de knockdown. Je pense que le match-up est ultra compliqué pour lui. Ça va combattre debout, ça risque d'aller très vite. Il faut qu'il emmène ce combat au sol. Il a 6 soumissions sur 9 victoires, donc c'est son meilleur angle d'attaque. Sachant que Alioune, debout, il est vraiment très fort. Donc voilà, quand on a pris tout ça en compte, on a compris qu'il fallait mieux pas rester en pied-point contre lui. Concernant Alioune, c'est juste intriguant de voir comment il va revenir après un 100% fight. Raté, il n'y a pas d'autre mot, hein, cet été. De toute façon, il l'a dit, donc voilà, il a assumé. Au final, avant ça, il sortait de 3 finishes au MMA-GP. Donc, s'il revient aussi vite, c'est qu'on peut considérer que niveau mental, il est quand même refait. Voilà, il a accepté cette défaite. Il s'est remis à l'endroit. Il veut effacer cette petite bavure et repartir fort en envoyant un gros signal que c'était un accident devant le public français. À Arès, franchement, pour remettre les pendules à l'heure, ça serait parfait. Maintenant, on a 2 gros featherweight. On a 2 des meilleurs en France, ou du moins qui sont très attractifs et qui vont nous offrir un magnifique combat. On n'a pas de limite de temps.
Donc je fais ce que je veux dans ce podcast. Donc maintenant, je vais parler de Alexandra Tekena contre Ivana Ciric-Petrovic, puisqu'elle vient de se marier. C'est le point culminant de cette carte qui est vraiment sortie des enfers. C'est vraiment une carte quand même banger. On a un main event féminin avec de la violence, sûrement un finish, beaucoup de technique et de la générosité assurée à 100%. Voilà, il y a un respect qui est mutuel, c'est magnifique. On a Alex qui devrait vraisemblablement striker très dur, chercher à cogner et à ne pas suivre quand elle met knockdown. On a tous vu que Ciric avait un menton propre, mais tout à fait prenable. On l'a vu quand même relativement souvent. Enfin, souvent, on l'a vu tomber à l'impact. Son précédent adversaire, elle avait suivi au sol et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Elle est redoutable sur les phases de récupération, les phases de retournement. Elle se débrouille très bien quand elle est dos au sol et même en full guard. Vous n'êtes pas en danger, mais vous n'êtes pas forcément en position ultra sereine. Donc voilà, c'est un poison au sol. Alors que debout, elle est forte, mais elle n'est pas au niveau d'Alex. Clairement, il faut dire les termes. Alex est bien meilleur qu'elle en striking. Voilà, en 2 combats, on a coché quelques cases chez Alex. Peut-être pas toutes encore, si je dois être tout à fait honnête. Je peux adorer une ou 2 combattantes tout en essayant d'être très objectif. Pour moi, le striking, il est au-dessus du lot. Son striking, son timing. On a tous vu un Maurice s'effondrer en contre. Megan Morris, avec des moves d'épaule latérales qui sont d'une rare beauté chez Alex. C'est vraiment incroyable. Tac, tac. Défense de lutte améliorable, évidemment. C'était pas facile contre un gabarit plus compact et avec un centre de gravité aussi bas que l'anglaise. Et en plus, elle nous a surpris parce qu'elle n'a pas toujours attaqué en lutte dans le combat. C'est que quand elle s'y est mise vraiment qu'on a vu que c'était compliqué. Donc on peut s'estimer heureux qu'elle ait lutté seulement sur le tard. Alex a quand même fait le taf, donc c'est cool. Au sol, on ne sait pas trop. Voilà, on l'a juste vu défendre avec succès. Moi, j'avais quand même un petit peu la merde au cul. Mais c'est passé, voilà. En termes de cardio, on est 5 sur 5. Voilà, en termes de lucidité après un gros effort physique ou mental. Le soccer kick nous a fait un petit peu peur. Mais ça peut arriver un petit manque pas de lucidité, mais voilà, un peu de fatigue quand même. Ouais, ça nous a fait un petit peu peur. Heureusement, ça n'a pas touché. La gestion de fin de combat, elle n'était pas toujours lisible. Donc, en termes de game plan, sur la fin, je dis pas que c'était pas bien. Hein. Moi, j'aurais perdu à 100% contre Megan Morris, même si je faisais 2 fois mon poids. Mais j'essaie de faire le bilan sur ce qu'on sait après 3 rounds et demi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Du côté de Ivana, on a un mental qui est incassable. Voilà, la nana, elle a fait un catchweight durant son dernier combat. Elle se faisait démonter debout parce que, en plus, il n'y a pas de KO power. On a déjà vu des combattants changer de plan et merder par frustration. Elle est restée appliquée et elle a scoré là où c'était possible, c'est-à-dire au sol, sur des petites touches, pour s'imposer officiellement dans la cage. Voilà, c'était un combat qui était très compliqué. Elle a dit qu'elle ne retournerait plus en catchweight. Ça, elle me l'a dit de vive voix, donc à mon avis, c'est terminé. Elle va rester dans sa catégorie. Au final, on l'a vu combattre 2 fois également en RS. C'est un TKO par ground and pound, intelligent, après avoir laissé passer l'orage. Elle ne défendait pas les takedowns parce qu'elle savait qu'en face, la caisse ne suivrait pas. Et effectivement, elle a fini le taf tranquillement au sol. Un deuxième combat, une split decision, je crois. Moi, perso, je la voyais perdante, mais tant mieux. Elle a montré un striking très efficace pour scorer, mais pas tellement pour créer de dommages. Donc voilà, sauf en ground and pound. Donc au sol, c'est marrant parce que c'est un JJB qui est très défensif. C'est vraiment pour récupérer, j'ai l'impression, avec des recherches de clés vicieuses un peu sur le tard. Elle sait que son adversaire aura une grosse confiance en elle. Elle sait qu'elle aura besoin de créer du mouvement. Elle aura besoin de se libérer pour passer à l'offensive. Donc généralement, dans la dernière minute avant l'inter-round, c'est quelqu'un qui est assez explosif justement à ce moment-là. Donc il y a une belle gestion du cardio également, une belle gestion de son énergie. Et on a vu que Alex, c'est les moments où elle avait un petit peu plus de mal justement. On l'a vu contre Megan Morris sur les fins de round. C'est là que le game plan avait tendance un petit peu à changer, où on sentait que c'était plus à l'instinct. Donc attention quand même un petit peu à l'organisation du combat, à l'enrobage. Ça peut être... attention à bien écouter les consignes et tout, parce que ça peut être vraiment très vicieux. C'est vraiment une combattante avec beaucoup de vices déjà, Ivana Ciric. Donc voilà, il faudra faire très 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 attention. Voilà, en termes donc de game plan, la concernant, il y a une grosse intelligence de combat. C'est quelqu'un qui réagit vite après l'orage.
À l'impact, ça part en Oliveira, ça se jette au sol, ça récupère. En position de force, elle prend les bonnes décisions. Donc voilà, ça va être un combat complètement fou, clairement. Il y a, chacune a son arme forte, chacune a son point faible, chacune a un très bon coach. Il y aura des consignes qui sont diamétralement opposées. Donc ça va être vraiment très intéressant à tous les points de vue. Voilà, cette carte, je n'ai pas envie de la pronostiquer. Je ne la pronostiquerai pas. Sur la carte, on retrouvera également Tim Trabelsi qui aura un sacré défi contre Azamat Nurtlayev. En co-main event, on aura Samir Faydin contre Shahidul Ake ou Shahidul Ake. Et puis Paulin Béguet contre Igor Glaskov. Pour Paulin, il y a 0 cadeau à Arès. Après Omar Sy, clairement, lui, on lui file que des clients. Il y a aussi Ale Donatello. Alors, je sais qu'il s'appelle pas comme ça. Il sera sur la carte pour une belle prélim contre Kondrata Vicius. Donc voilà, même si la carte a été remaniée, il y a du très beau monde. Bon courage à eux. Sur ce podcast Arès 8, j'ai terminé. Bravo si vous m'avez suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Faites tourner, c'est vraiment cool. Moi, je vous souhaite une bonne soirée aux combattants, une bonne soirée à l'organisation, au public, aux spectateurs. J'espère qu'on va se régaler. Ensuite, il y a UFC Paris. C'est vraiment un week-end de folie. Il y a aussi Ruskov Domingos qui combat. Il y a... qu'est-ce que j'ai vu encore il y a le One, je crois. Non, c'est pas le One, c'est le Barnacle. C'était Bouawak qui devait combattre au Barnacle, mais je crois qu'il était malade. C'est clairement un week-end de combat de folie. Donc, on va vraiment se régaler. Voilà, j'en ai terminé avec ce podcast. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.